bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Dans ce podcast, Cédric Fruchon, professeur de mathématiques à l'INSPE de la Polynésie française, répond aux questions des professeurs des écoles stagiaires. Bonjour, donc moi je suis professeur stagiaire en classe de CE1 et au vu des résultats des évaluations nationales, j'ai remarqué que la résolution de problèmes est une compétence nécessitant un renforcement chez les élèves et je me suis posé la question suivante, comment intégrer de manière ritualisée la résolution de problèmes ? Merci. Alors, il y a pas des injonctions, mais des conseils, des recommandations institutionnelles là-dessus. D'abord, lire le guide sur la résolution de problèmes au cycle 2, qui est intéressant pour trouver des idées. Mais quand on parle soit de fluence mathématique maintenant, ou bien de résolution de problèmes ritualisés, de 10 problèmes à résoudre par semaine pour les élèves. On parle de petits problèmes d'application, de problèmes dans lesquels la lecture ou l'audition de l'énoncé devrait permettre à l'élève de connaître immédiatement la méthode pour résoudre ce type de problème. Alors, le ritualiser, vous êtes habitué à proposer des activités ritualisées. Peu importe en réalité le moment de cette courte phase de résolution de problème, mais disons, si l'on souhaite résoudre 10 problèmes comme ça d'application par semaine, peut-être que 2 par jour en début de matinée, en début d'après-midi, au retour de la récréation. Vous pourriez, comme vous savez très bien le faire déjà, je le vois en allant en visite dans vos classes, utiliser un support commun à tous les élèves, une affiche, un vidéoprojecteur. L'énoncé du problème, il peut être seulement oral. Ça sera plus difficile pour les élèves, mais voilà, varier les modalités. Mais dans ce qui est sous-entendu sur la ritualisation de la résolution de problèmes, c'est des problèmes d'application simples, ceux pour lesquels on vise que les élèves les résolvent sans réfléchir quasiment. Il restera des techniques de calcul à choisir entre selon la difficulté du calcul et puis le niveau des élèves, leur connaissance des techniques opératoires, du calcul mental, posé, en ligne, instrumenté, mais la modélisation, elle, en gros, quelle opération est-ce que l'on va utiliser, et cela pourra être au pluriel avec des problèmes à plusieurs étapes, mais la modélisation, elle devra être automatique. Alors, en réalité, ce travail n'est pas purement mathématique, puisqu'il réside essentiellement dans la compréhension du texte. Et donc, il est aussi un travail sur la maîtrise de la langue. Ok, merci. C'était clair ? Bonjour, alors je suis enseignant en classe de SMSG et j'ai une collègue qui est enseignante en classe de SEGCP et on se demandait tous les deux comment enseigner la programmation dans ces niveaux-là sans matériel. Alors, est-ce que vous pourriez préciser de quelle programmation vous parlez ? Les programmations qu'on enseignerait avec le matériel du style Bluebot ou Bebot. D'accord. Ok. Programmation, c'est... On parle de programmation lorsque on traduit un algorithme dans un certain langage. Ici, il est pour nous davantage question d'algorithmique. Mais
Et lorsque l'on va changer de machine, de logiciel, de langage, on changera de programme, mais ce sera toujours le même algorithme. Comment enseigner cela en maternelle? Alors, quel robot est-ce que vous utilisez déjà? On n'en a pas du tout en fait. D'accord. Alors, l'idée, c'était peut-être avec, non pas les Bluebots, enfin, comment ça s'appelle, les Timio. Vous connaissez Timio? Timio, THI, et il y en a à l'INSPE. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi emprunter des Bluebots, comme je l'ai dit en cours. Combien? On a 5 plateaux, je crois, 5 ou 6 plateaux. Donc vous pouvez emprunter pour 2 semaines. C'est possible d'emprunter au moins un plateau? Oui, oui. Ah, ok. Non mais continue, oui. Oui, alors il y a des bons documents ressources qui sont édités avec ces types de matériel. Non, qu'est-ce que l'on pourrait, quels sont les objets de l'algorithmique que l'on pourrait faire découvrir aux élèves en maternelle? Déjà, allumer et éteindre. Puis les déplacements ou comprendre que faire 3 pas en avant, ça peut être comment dire, ordonné en appuyant 3 fois sur la flèche de devant. Et puis à terme, pour gagner du temps, viendront les boucles répétées. Mais répéter 3 fois avancer plutôt que avancer. Mais peut-être est-ce que c'est ambitieux pour la maternelle? Non, l'idée c'est peut-être d'anticiper des déplacements et se servir du robot comme d'un objet permettant de valider les déplacements ou d'invalider les déplacements que l'on a programmés. On peut prévoir différents types de problèmes, comme le support de déplacement étant un quadrillage. On peut demander aux élèves, la position initiale étant connue et la position finale à désigner, peut-être à l'élève de trouver le chemin à parcourir. Ou alors la position de départ, le chemin à parcourir, et à l'élève d'anticiper la case d'arrivée. Ou encore, et ça sera plus dur, la case d'arrivée, le chemin qui a été parcouru, et de retrouver la case initiale. Vous pourrez intégrer des variables, des contraintes par un nombre maximal ou minimal de touches, des touches interdites, par exemple, pour pallier l'interdiction de la touche aller à gauche, l'élève devra faire 3/4 de tour dans un sens ou dans l'autre. 3/4 de tour à droite ici en l'occurrence. Si on ne peut pas reculer, alors il faut faire demi-tour et avancer. Les élèves pourront comprendre tout un tas de choses. En termes de niveau, je ne suis pas certain de moi. Je pense que en fonction de leur environnement familial, de leur sollicitation, les niveaux des élèves sur ce type de compétences sont très hétérogènes. Peut-être que ce que j'évoquais précédemment serait de l'ordre du cycle 2, mais certainement que des élèves de cycle 1 pourraient, avec intérêt, découvrir et apprendre au travers de ce matériel. Donc, on garde la même idée, et puis ça sera dans toutes les branches des mathématiques, algorithmiques comprises. C'est les mathématiques, c'est anticiper. La manipulation ici, les déplacements effectifs du robot, c'est pour valider. Alors, après, il y a tout un tas de spécificités propres à la maternelle où on conseille
de laisser les élèves découvrir librement le matériel pendant quelques temps, quelques jours peut-être à l'accueil, avant de proposer une séquence d'apprentissage qui utilise ce type de matériel pour que les élèves ne soient pas focalisés sur la nouveauté. D'autant plus quand ce sont des petits robots qui bougent et qui font de la lumière et du bruit, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, moi, j'ai une question. J'ai une question qui est pas forcément. Enfin, si c'est en mathématiques, mais je pense qu'elle est plus sur la construction de ma science. Donc, j'ai des élèves de grande section et l'objectif, c'était de compléter des collections de 1 à 5. Et en fait, je leur proposais des bandes où il y avait le nombre en écriture chiffre, enfin arabe. Et il y avait déjà, par exemple, une pastille bleue. Par exemple, si c'était 5, il y avait une pastille bleue sur la bande. Et eux devaient rajouter 4 jetons pour compléter la collection. Et en fait, pendant ma séance, les élèves ont eu du mal à prendre en compte la pastille existante. Ils posaient 5 jetons sans prendre en compte celle qui existait déjà. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pas réussi à bien réagir, enfin à m'adapter. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour aider mes élèves à ce moment-là ? D'accord. Est-ce que la pastille qui était déjà présente, elle était d'une couleur différente des autres pastilles ? Non, c'était des jetons bleus avec des pastilles bleues. Donc la même. Je suis pas sûr que cela relève réellement des mathématiques, mais de la compréhension de la consigne. Alors peut-être inventer une histoire. Je sais pas. Les pastilles, ce sont des enfants qui vont prendre le bus, et puis il y en a déjà un qui est sur le trottoir. Ses parents l'ont laissé un peu plus tôt, il devait partir. Enfin, vraiment, je fais confiance à votre imagination pour inventer des contextes qui parlent aux élèves et qui leur font comprendre la situation. D'accord, merci. Est-ce que tu avais contextualisé l'exercice ? Il y avait Non. un contexte ? Non, j'ai juste demandé d'arriver jusqu'au nombre indiqué. Après, peut-être que l'incompréhension de la consigne venait du fait qu'ils ne reconnaissaient pas l'écriture symbolique, l'écriture avec des chiffres. Et donc, pensez toujours à différencier en fonction des élèves et de leur stade d'apprentissage. Cette même étiquette représentant le nombre 5, elle peut être sous forme non pas d'écriture symbolique, de chiffres, mais d'écriture analogique avec 5 doigts ou 5 jetons ou la constellation du dé, où on voit bien la quantité 5. Ensuite, il y a peut-être dans l'incompréhension de la consigne le rôle de l'étiquette. Alors, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais vous voyez, ce qui paraît naturel pour un adulte, c'est-à-dire on met une étiquette avec le chiffre 5 ou le nombre 5 et on s'attend à ce que l'élève comprenne que la consigne, c'est d'en mettre autant que c'est pas évident à comprendre. Ça doit être explicité parce que c'est pas du tout naturel. Et puis 5, c'est pas le nom. C'est le nom du nombre, mais c'est pas le nom des objets. Alors, ils ont l'habitude d'avoir sur leur casier, par exemple, leur nom. Alors, leur nom indique que c'est leur casier, mais pourquoi est-ce que 5 indiquerait... pourquoi est-ce que un nombre indiquerait aussi un nom ? Enfin, bon, le rôle de l'étiquette, il est pas évident. Je pense qu'il faut que ça se travaille aussi. Vous voyez, quand... on a des formes, mettons, déplaçables sur la table et puis des boîtes et on souhaite que les élèves classent les formes en fonction de leur nature dans les différentes boîtes. On peut mettre une étiquette triangle sur une boîte et attendre des élèves qu'ils mettent tous les triangles dans cette boîte-là. Mais
Mais cette consigne-là, elle s'explicite, elle n'est pas évidente. Tout adulte comprendra que c'est dans cette boîte-là qu'il faut mettre les triangles, mais c'est pas naturel forcément pour un enfant. Donc il y a évidemment effectivement beaucoup de choses à dire sur à la fois la compréhension de la consigne et son explicitation. D'accord, merci. Yarana, alors moi j'ai une classe de SPSM et ma question est quelles sont les différentes étapes pour construire le nombre en SP? D'accord. Alors c'est une bonne question. Je vais peut-être sécher un peu parce que j'ai des difficultés avec ça. Construire le nombre en SP, disons, le nombre et l'adjectif nombreux ont la même racine. C'est quand les objets sont nombreux, que la collection est grande, que l'on peut s'intéresser à quantifier, à dire combien. Avant, il n'y a pas besoin. Jusqu'au siècle dernier, des tribus amazoniennes n'utilisaient que 3 nombres, 1, 2 et beaucoup. Lorsque l'on n'en a pas besoin au quotidien, dans sa vie, lorsqu'on n'a pas besoin de distinguer 127 et 142, on ne le fait pas. Les enfants petits de SP, commencer à leur faire travailler sur le nombre 1, 2 et 3, sur les nombres 1, 2 et 3, c'est pas simple, puisque naturellement, ils distinguent ces trois quantités, sans nécessairement connaître les noms. Depuis l'âge d'1 an au moins, les enfants distinguent, peut-être même en naissant, distinguent ces quantités-là. Et donc on a l'impression qu'on va un peu forcer artificiellement cet apprentissage des premiers nombres, parce qu'évidemment qu'on en a besoin pour la construction du nombre en général et des nombres un peu plus... l'appréhension des nombres un peu plus grands jusqu'à 10 en grande section. Donc on se trouve toujours en difficulté, à mon sens, quand on essaie de parler de construction du nombre en section du petit. Alors, l'idée ici, surtout qu'on aura peu de possibilités de les faire agir ensemble. Si les nombres, on ne les fait pas agir ensemble, cela reste des noms. Ça n'a pas encore le statut de nombre. Et puis, avec 1, 2 et 3, les décompositions additives que l'on va pouvoir faire, elles seront relativement réduites. 3, c'est 1, 1 et 1. Et puis, il y a 2 et 1, et puis ça s'arrête là. Et 2, c'est 1 et 1. Donc, l'idée peut-être, c'est de montrer que le nombre est une qualité propre à une collection, que ça ne dépend pas des objets. Deux stylos, deux gommes, 2 crêpes, c'est la même qualité que partagent ces 3 collections. C'est l'idée que un nombre, c'est abstrait. C'est un nombre 2, où ça joue le rôle, quelle que soit la nature des objets, de nombre 2. En plus, avec la langue française, on cumule trois difficultés, par exemple par rapport à la langue anglaise. En français, c'est le même mot qui joue le rôle du nombre 1 et l'article indéfini. Un chien, c'est le même mot. En
En français, il y a 2 mots pour dire un et une, selon que le féminin et le masculin. En anglais, c'est one. Il n'y a qu'un seul mot. Et puis l'article indéfini, c'est E, le A que je prononce pas bien. Enfin, en anglais, au pluriel, le pluriel, on l'entend. 2 dogs, one dog. On entend le S final, ce qui montre la pluralité. En français, on n'entend pas 1 chien, 2 chiens, 3 chiens. Et donc, ces difficultés liées à la langue, pour les élèves dont la langue maternelle ou d'enseignement est le français, elles sont bien présentes et dès le début. Et donc, ça ne facilite pas les choses. Donc, j'ai peut-être pas répondu à la question, si ce n'est de dire la construction du nombre ici. D'ailleurs, ça s'appelle construction parce que c'est quelque chose de long et de difficile. La construction chez chaque individu de la notion de nombre, parce que c'est quelque chose de forcément abstrait. Mais en maternelle, dans les premières années, puisqu'on ne peut pas vraiment agir sur les nombres et qu'ils ne désignent que des collections et on ne fait pas grand-chose de plus, des cardinales de collection, l'idée c'est de montrer que le nombre, il est au-dessus, il est une qualité de plusieurs collections. J'avais une autre question, c'était du coup quelles activités ou jeux spécifiques tu recommanderais pour construire le nombre en SP? Toutes sortes de matériel et d'activités que vous utilisez déjà, l'important étant la variété et la quantité. Je disais précédemment que c'est quelque chose de long et difficile, hein, ce processus de construction du nombre. Les élèves iront plus ou moins vite. Et donc, l'idée de multiplier les situations dans lesquelles le nombre est un outil pertinent. Progressivement, les élèves seront amenés comme les adultes le font naturellement, à reconnaître dans les situations dans lesquelles le nombre est un outil pertinent. Donc c'est face à comment se fait cet apprentissage, avec la confrontation à de nombreuses et variées situations, mais avec tout le matériel que vous avez habituellement en classe. Toute occasion de la vie de la classe est bonne pour utiliser le nombre. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Je suis enseignante en CE2. Excuse-moi, c'est bon, hein? Je suis enseignante en CE2 et en ce moment, je travaille la durée avec mes élèves. Et je me rends compte qu'en résolution de problèmes, ils ont beaucoup du mal à conceptualiser la situation, à la comprendre et à savoir la démarche qu'ils doivent suivre. Et je ne sais pas quel outil je peux mettre en place pour les aider. Ok, alors la durée, c'est une grandeur qui n'est pas simple. Par rapport à la longueur, enfin les autres grandeurs, la masse. Simple dans le sens où elle est associée à une autre grandeur qui, elle, n'est pas mesurable, que l'on appelle la date ou l'instant. Et puis elle cumule l'autre difficulté d'être utilisée avec un système qui n'est pas décimal. Il faut 60 minutes pour faire 1 heure, 60 secondes pour faire 1 minute. Et encore, si c'était un facteur 60 que l'on retrouvait à chaque instant, à chaque niveau de conversion, ça serait différent, mais pas forcément plus difficile. Mais
Sauf que ce n'est pas le même facteur. Ce n'est pas 60 heures pour faire une journée, ce n'est pas 60 jours pour faire un mois, etc. Alors, des problèmes de durée peuvent être de 3 sortes au début, au cycle 2. J'ai l'impression de les avoir évoqués tout à l'heure, dans un autre contexte, mais ici, oui, c'était dans le contexte des déplacements du petit robot. Ici, les premiers problèmes ressembleront à un événement. On connaît sa date de l'instant. Quand je dis date, ça peut être 12h33. On connaît sa date de début, la durée. Il faut déterminer la date de la fin. Ou alors connaître la date de la fin, la date du début, et puis déterminer la durée. Ou alors connaître la date de la fin, la durée, et retrouver la date initiale, la date de départ. On pourra aussi avoir des problèmes où une durée, c'est une somme, ou une somme de plusieurs durées. Voilà. Pour aider les élèves, alors ces différentes inconnues ici sont relativement accessibles par les élèves. Ils comprennent en CE2 ce qu'est un horaire, pour ne pas dire date, de début, de fin ou une durée. L'idée, pour les aider, parce que bien souvent, le format des énoncés ne les aide pas, c'est de conserver, de faire attention de la part de l'enseignant au format d'écriture. Quand on dit 5h18, c'est un horaire. Si je dis 5h18, c'est une durée. Et essayons de respecter cela. Pour un horaire, le 5h18, en fait, je l'écrirai 05H18. Et ce H pouvant même étant majuscule. Alors que alors ça, c'est l'horaire, pardon, je ne sais pas si je n'ai pas dit le contraire. L'horaire, c'est 05H, majuscule 18, alors que la durée, je suis parti en train ou en avion jusqu'en Nouvelle-Calédonie, le vol a duré 5h18. Là, j'écrirai 5H, plus loin, 18 et minutes, MIN, c'est son abréviation, pas MN. Pour bien distinguer horaire et durée. Souvent, à la télévision, on a, je sais pas, le journal de 20h où c'est écrit 2-0H. Pour nous, ça serait une durée. Ça serait pas un horaire. Alors, c'est déjà pas simple pour nous. Essayons de ne pas embrouiller les élèves en respectant ces formats. Et puis, travailler les différents types de problèmes que l'on a évoqués. Avec les difficultés persistantes sur les calculs, bien, au début, vous pouvez aussi conserver ça comme une variable didactique. Ne travailler qu'avec des demi-heures et des heures pleines et des quarts d'heure pour limiter les difficultés calculatoires au début. Par la suite, avec des calculs de durée un peu qui nécessiteront des conversions, ce sera vraiment l'occasion de revenir sur le calcul posé de l'addition et de la soustraction, du sens des retenues, puisque là, c'est 60 minutes que l'on va remplacer par 1 heure. Et de la même façon, sur des calculs soustractifs, lorsque l'on aura besoin de casser, c'est 1 heure, on va la casser en 60 minutes. Et non pas en 10 comme habituellement. Donc l'occasion de ces calculs de durée ou d'horaire permettra, l'occasion sera belle de revenir sur le sens de la retenue dans les calculs posés d'addition et de soustraction.
Merci beaucoup. Dernière question. Ça va, t'as le temps ou... Ben non, mais c'est pas grave. Oui, j'ai le temps. Donc, rebonjour, moi je suis enseignante en CE1 et j'ai un élève qui ne reconnaît pas les nombres supérieurs à 10. Comment je peux faire pour l'aider? Alors, je vais peut-être essayer d'éclaircir la question, je ne la comprends pas très bien. Comment ça, il ne reconnaît pas un nombre supérieur à 10? Par exemple, quand je lui dis 21, il est incapable de m'écrire 21 ou de me montrer 21 dans la frise numérique. D'accord. Alors, il y a deux choses. Tu dis c'est en quelle classe? CE1? Oui. Jusqu'à 10, il connaît les nombres. Il les reconnaît. Oui. Il les reconnaît comment? Il reconnaît leur écriture symbolique Par exemple, quand je suis en calcul mental et que je lui dis 10 plus 1, il arrive à écrire sur son ardoise 10 plus 1. Donc, il arrive à les écrire et à les lire en écriture chiffrée. Mais au-delà de 10, il n'y arrive pas. Alors, par exemple, si tu disais, s'il est écrit 23, 2, 3, il ne sera pas capable de dire 23, c'est ça? Oui, mais il n'arrive même pas à savoir que 23, c'est 2 et 3. Alors 23, c'est pas 2 et 3. Enfin, ça s'écrit 2 et 3. Ça s'écrit 2 et 3. Oui, mais peut-être qu'il essaie de deviner avant de comprendre. Peut-être qu'il n'a pas encore compris et qu'il faut reprendre ce qui a dû être fait au CP, c'est-à-dire et qui n'est pas fait en section des grands. Les élèves sont capables d'écrire les noms des nombres jusqu'à 30, 31, mais sans comprendre l'organisation en dizaines, sans comprendre que l'on a groupé 10 unités pour obtenir une dizaine, sans imaginer que c'est ce système que l'on poursuivra avec les dizaines, les milliers, ainsi de suite. Peut-être qu'un travail spécifique avec cet élève doit être repris, repensé. On peut s'appuyer sur la langue, c'est-à-dire la numération orale, celle que l'on entend. Ça sera plus difficile avec 20, mais dans 37, on entend 30, on entend 3, et le 3 qui représente 3 dizaines et le 7 qui dit la vérité. Ce que je cite ici subrepticement, c'est un ouvrage de Stella Baruch qui s'appelle Contes pour petits et grands, qui évoque dans un premier volume la construction de la numération au CP, et dans un second volume les liens entre numération et opération et calcul. Il me semble que cette idée du maîtresse au CP, c'est-à-dire comprendre le sens de la numération chiffrée que l'on utilise, son aspect sémantique en fait sur le sens. À l'école maternelle, ils savent peut-être écrire les nombres jusqu'à 30 et potentiellement ils pourraient les écrire jusqu'à 99. Mais ce qu'ils ont compris, c'est l'aspect algorithmique, c'est-à-dire un petit peu comme des compteurs qui tournent là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis quand on arrive à 9, celui d'à côté commence à avancer lui aussi, etc. Et ça, cet aspect algorithmique, il n'est pas difficile à comprendre pour les élèves, mais il ne revêt pas de sens. De la même façon, est-ce qu'on apprend le nom des nombres ou est-ce qu'on les comprend, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Après 29, si on sait que c'est 30, il n'y a pas besoin de se rappeler qu'après c'est 31. On a compris que c'était 31. En récitant la comptine numérique, on se rend compte que parfois on fait appel à notre mémoire, mais parfois on fait appel aussi à ce que l'on a compris. Donc c'est pas tout à fait pareil. Par contre, ce qui concerne l'aspect, j'allais dire,
profond et intelligent, sémantique de la numération, l'aspect décimal avec ses groupements par 10. Ça, c'est bien au CP qu'on le fait. Et manifestement, l'élève que tu décris n'a pas compris ce passage important. Alors, il me semble il n'est pas trop tard. Hein. Tout le cycle 2 y concourra. Mais il me semble qu'il y a un travail spécifique à faire avec lui sur la numération décimale. Merci. C'était l'épisode 2 du podcast relatif à l'enseignement des mathématiques avec Cédric Fruchon, professeur de mathématiques à l'INSPE de la Polynésie française. Pour écouter l'épisode 1, rendez-vous sur inspe.upf.pf. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Ce podcast vous a été présenté par l'INSPE de la Polynésie française. Rendez-vous sur inspe.upf.pf.